Nous sommes mercredi 14 août 2019, veille de la célébration de l'Ascension chez les chrétiens. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le grand rendez-vous. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Bienvenue dans votre émission Jeunesse oblige, la tribune d'expression libre des jeunes et adolescents de nos lycées et collèges. Pourquoi tu penses qu'il faut avoir un petit ami sur les bancs? Avant de marier une personne, il faut d'abord la connaître. Et ce n'est pas à la veille de votre mariage que vous allez connaître la personne. Mon petit ami, j'aimerais le choisir par son teint, parce que j'aime les hommes de teint clair. Lorsque le sexe et les études sont en conflit, le sexe gagne toujours. Lorsqu'il y a un élève qui utilise le téléphone portable en plein cours, il n'est pas concentré sur le cours, mais il est concentré plutôt sur le téléphone portable. Face au téléphone portable, je demande aux parents d'être exigeants, parce que le téléphone est chronophage. Dans le grand rendez-vous de ce soir, on reçoit Romaric Virotogbe. Il est maître assistant à l'Université nationale d'agronomie. Il sera reçu tout à l'heure par Marcel Gbetoro dans votre rubrique Monde agricole pour parler de Astro. Voilà les images que m'envoie mon réalisateur de ce soir. Astro ou mangue sauvage, au-delà du fruit, on va aborder le sujet, on va aborder tous les détails liés à ce sujet tout à l'heure. Nature et bien-être s'intéresse ce soir à la rétention d'eau, un danger pour la femme enceinte, un point d'interrogation. On aura Komlan Gossou, gynécologue obstétricien, avec Yasmine Damanta pour aborder le sujet. Autant savoir s'intéresse ce soir à l'optimisation du temps, un défi difficile à relever selon les entrepreneurs. Nous aurons sur ce plateau Ulrich Merouele, il est coach motivateur, et Agnat Bello pour nous intéresser à cette thématique de autant savoir de ce jour. Et puis l'expert de ce soir s'appelle Medoun Boy. Je crois bien que j'essaie bien de prononcer. Il suis sur ce plateau pour me dire bien comment ça se prononce. Alors, il est spécialiste en campagne digitale. Avec lui, on va parler de la promotion des droits humains quand le digital s'y met. Voilà donc le menu du grand rendez-vous de ce 14 août 2019, mesdames et messieurs. On retrouve de l'autre côté de la rédaction Nadège Sani pour le menu du 1945. Nadège, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Merci d'être au grand rendez-vous. Comment vous préparez l'Assomption? Très bien heureuse, puisque c'est une fête chez les chrétiens catholiques, je précise, et que je suis catholique. Je me prépare bien à célébrer cette fête. D'accord, bonne fête à vous déjà par anticipation. Qu'est-ce qu'on a au menu du 1945 de ce soir? Merci à vous, heureuse. Les clients sont presque absents devant les étalages des produits vivriers au marché d'Antokba. Les commerçantes se plaignent. Une équipe de la rédaction a fait un tour dans ce marché pour le constat. La demande en produits agricoles bio devient forte. Les paysans sont nombreux à se reconvertir. Ils adoptent de plus en plus de nouvelles méthodes pour préserver les cultures.
L'assainissement des plans d'eau au Bénin préoccupe les spécialistes en agriculture. Cyril Aroloukbe est ingénieur agrohalieutique. Il nous parlera des stratégies de réhabilitation des plans d'eau au Bénin. Merci à vous, Nadège Sané. On se dit à tout à l'heure pour le journal en entier. À tout à l'heure, donc, heureuse d'annoncer. Merci bien. Mesdames et messieurs, on installe le tout premier plateau du grand rendez-vous, Monde agricole. Et voici quelques images compilées pour nous par Marcel Gbetoro sur Asro, notre Asro, la mangue sauvage selon les scientifiques. On va suivre ces images avant de la retrouver, elle et son invité, pour parler de ce fruit-là. Et voilà, mesdames et messieurs, il y a un petit commentaire autour de ces images. Là, vous aurez le temps de comprendre ce dont on parlait en off ici. Alors, nous sommes avec Marcel Gbetoro. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec du Asro? Du Asro, vraiment du Asro. Ou en image? Du Asro en image. Comme d'habitude, chez vous, on a tout en image. Non, le problème, c'est que vous savez, le monde agricole ne peut pas venir ici avec les terres et tout ça. Donc, on vient toujours en image et on laisse quand même les téléspectateurs venir à nous pour voir le concret. Le concret. Alors, pour parler du Asro, on a eu quelques images. L'expert menait, en tout cas, donnait son avis sur ces images que Marcel a eu à proposer pour nous. Est-ce que c'est du Asro? Pour l'espèce, ce n'est pas du Asro. Le Asro même, on va découvrir cela dans le contenu de Monde agricole de ce soir. Monsieur Vito Virotogbe, c'est ça? Oui, Virotogbe. Virotogbe. Bon. J'ai dit l'enfant a tapé la parole du papa. Mais non, arrêtez. C'est l'enfant suit les pas des grands-parents. C'est de quelle région? Je suis de Porto Novo. Ah, je suis Saïzonou. Saïzonou, ah ok. Monsieur Romaric Virotogbe, alors comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous êtes maître assistant à l'Université nationale d'agriculture. Oui, de Porto Novo. Et vous mettez gratuitement votre expertise à notre disposition. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Alors Marcel, dites-nous tout sur notre Asro. C'est avec l'invité que nous allons tout dire, effectivement. Vous avez déjà travaillé sur le Asro, ce que nous appelons pomme sauvage. C'est ça? Oui, pomme sauvage. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Le Asro, pomme sauvage, j'ai vu encore sur le net d'autres noms, donc je me tais. Elle nous a même parlé de prunelle de cité ici. Donc, on lui accorde le on a parlé de pomme sauvage. Maintenant, c'est mangue sauvage. On est embrouillé. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Bon, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler du Asro. C'est un grand plaisir, comme je vous l'ai dit au départ. La première chose à retenir, c'est une mangue sauvage.
La structure même l'indique. C'est une grande masse de chair et en son sein, il y a un gros noyau, comme la mangue qu'on mange ordinaire, la mangue ordinaire qu'on mange souvent. Donc, et puisque ceci n'a jamais été domestiqué, et à la forme de cette mangue, on l'appelle mangue sauvage, ou bien l'arbre, le manguier sauvage. Dans tous les pays, depuis la Casamance jusqu'au nord de l'Angola, au sud du Soudan et en Ouganda, c'est une mangue sauvage. Mais pourquoi parle-t-on de pommes sauvages? Le Bénin est un pays particulier. On parle de pommes sauvages au Bénin, alors que ça n'a rien de pommes. La grande masse de pommes est là et en son sein, il y a des pépins qui sont disséminés. S'il y a des pépins au niveau de notre arbre ici aujourd'hui, on l'aurait appelé mangue sauvage avec raison. Mais il n'y a pas de pépins, il y a un gros noyau. On l'aurait appelé pomme sauvage. Voilà. Donc, le nom normal, c'est mangue sauvage. Mais comprenez avec moi que sur le plan morphologique, c'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus trait à une pomme. Ça a trait à une pomme. Juste que ça n'a pas de pépins. Non, ça a trait. Lorsqu'on compare quelques types, quelques variétés, si je peux dire ainsi, quelques types, disons, morphologiques, avec les pommes, on peut dire que ça ressemble à pomme. Mais finalement, vous avez une diversité. C'est astro. Ça, c'est le astro, ça. Okay. Ça, c'est la mangue sauvage. Ça, c'est la mangue sauvage, ça. Okay. Vous allez voir, même si on vous donne toute la diversité, vous allez voir que la diversité des pommes européennes ou bien de l'Afrique du Sud qu'on mange va tomber dans un sous-groupe seulement des mangues sauvages. Donc, si on compare tout, en réalité, ils ne se ressemblent pas souvent. Alors, amis téléspectateurs, on est bien situé. On parle de mangue sauvage, de asro, oui, mais pas de pommes sauvages. On ne parle pas de pommes sauvages. D'accord. Alors, dites-nous, au Bénin, ou bien pas, avant de venir dans les différentes zones où on peut retrouver le asro, quelles sont les différentes variétés du asro qu'on a? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, je veux dire que le asro, ou bien le manguier sauvage, la mangue sauvage est un fruit qu'on appelle communément un fruit à usage multiple. C'est-à-dire, on utilise les fruits, on utilise les graines, on utilise les feuilles, on utilise les écorces, on utilise l'arbre, on utilise l'écorce, on utilise les racines pour différents types d'usages. Donc, lorsque vous parlez de différentes variétés, là, c'est une grande question. On a plusieurs variétés. C'est un arbre qui a été laissé longtemps à la nature. La nature a fait ses œuvres. Donc, la nature a développé plusieurs variétés qu'on n'a pas aujourd'hui encore classifiées parce que les caractères se mélangent encore. Mais ce qu'on mange généralement, ce qu'on mange généralement, vous allez toujours entendre parler de wasro. Wasro. Asro wono. C'est-à-dire, lorsque vous mettez la chair dans la bouche, vous sentez... Il n'y a pas beaucoup d'eau qui suinte. Effectivement. Et ça n'a pas beaucoup de fibres non plus. Non plus, oui. Et souvent, le wasro que nos parents mangeaient avait une couleur qui va vers la couleur rose. Et ça, lorsque ça tombe de l'arbre, ça se divise en deux et la graine peut sauter. C'est ça? Non, ça c'est une forme intermédiaire du koufou. Mais on a aussi la variété qu'on appelle le cicero. C'est-à-dire, lorsque vous mangez ça, il y a beaucoup d'eau qui suinte, ça a beaucoup de fibres dans vos dents. C'est ça, on mange maintenant. Hein? Il y a beaucoup ça, beaucoup plus ça là aujourd'hui que la forme bonne que nos parents appréciaient et qu'on a commencé par apprécier, mais que nos enfants aujourd'hui n'ont pas la chance d'avoir beaucoup. Donc, hormis ces deux variétés, il y a une troisième variété ou bien une autre entité, ce qu'on appelle asro, vraiment de la brousse, puisque ceci a été domestiqué maintenant. Maintenant, la troisième variété, c'est une variété, on ne mange pas du tout le fruit. Le fruit est plus amer, la chair est plus amère que la nivaquine. Lorsque vous mettez ça dans la bouche, vous détestez à jamais asro. On l'a au Bénin ici? On ne l'a pas au Bénin. C'est comestible quand même? J'en viens. Cette variété, vous allez voir, les fibres sont dominantes dans la chair. Mais la graine qui est dedans, c'est la graine que les Ibo préfèrent. Et les Ibo sont les plus gros consommateurs de asroquin, c'est-à-dire la graine, au monde. Les Ibo ont colonisé les Yoruba. Les Yoruba nous ont colonisés. Et vous allez voir que... Nous, on a colonisé qui? Nous, on a colonisé les Togolais et les Ghanéens. On a colonisé les Togolais. Donc, en gros, c'est les trois variétés qu'on peut... Aujourd'hui, on ne peut pas... Et au Bénin, dans quelle région peut-on retrouver le asro ou bien où
Où peut-on retrouver cette production-là? Asro est partout au Bénin, au sud du Bénin surtout, au sud du Bénin. Toutes les terres sont favorables à la production du Asro, c'est Pas cela? du tout, toutes les terres ne peuvent pas être favorables. Les terres sablonneuses de la côte, vraies côtes, ne sont pas propices à la culture du Asro. Mais on a fait un travail sur ça, on a vu que, en réalité, le sol majoritaire, les sols majoritaires dans le Bénin ne sont pas un obstacle à la culture. Ça veut dire quoi? L'espèce, l'arbre a une capacité d'adaptation énorme. Lorsque je dis que les sols de la côte, les sols sablonneux de la côte salée ne sont pas propices, vous allez voir quand même qu'il y a des arbres qui sont susceptibles de sol. À Cocotomé, je vois vers la plage, pas vraiment à la plage, vous voyez des arbres, mais ils se présentent sous forme affectée. Ils sont affectés, ils ne grandissent pas normalement. Mais, et le Asro, l'arbre de Asro est spécifiquement, quel type de sol est adapté pour ça? Le sol ferralitique, les sols ferralitiques, c'est-à-dire les sols rouges, la terre de bar. Calavi, par exemple. Calavi, c'est la meilleure zone. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup, la grande population de Asro aujourd'hui se trouve dans les zones qui ont ce type de sol. Depuis Pobet jusqu'à Lomé, vous allez voir ce type de sol. Asro est là. Mais ce qui est important, c'est que les sols, comme lorsque vous allez à Dassa, vous allez à Parakou, les sols ferrugineux tropicaux, vous allez voir que le Asro est en train de s'adapter. Et d'ailleurs, les plus gros fruits en 1996 ont été identifiés par le Centre mondial d'agroforesterie à Parakou, non au sud Bénin. C'est parce que la domestication a beaucoup plus avancé dans une région proche du sud, la région du Koufo, qu'on a aujourd'hui les plus gros fruits. Et une collègue à moi a signalé le fruit à Niamey. Vous imaginez, avec cette basse pluviométrie, avec un sol complètement différent, les Nigériens qui sont ici, qui ont mangé ça, ont apporté ça. Mais est-ce qu'au Bénin, la production du Asro est développée? En science, nous parlons des espèces sous-utilisées, des arbres sous-utilisés. Mais les arbres sous-utilisés, lorsqu'on est en science seulement, mais lorsqu'on arrive au niveau des populations locales, Asro n'est du tout pas sous-utilisé. Les Ibo en font beaucoup de choses, ils en font de grands business. J'ai vu des plantations de Asro à Enugu, chez les Ibo. Parlons de chez nous au Bénin, moi j'aime beaucoup plus. Absolument, j'en viens. Donc, lorsque les terres commencent par être pauvres au sud du Bénin, l'exemple qu'on va débattre ici aujourd'hui, c'est le Koufo. Les terres sont les plus pauvres dans le bas Bénin, les terres sont plus pauvres là-bas. Et pour éviter l'exode rural, les populations ont une idée géniale, c'est de voir une espèce locale qui peut supporter ce type de sol. C'est comme ça depuis des décennies, les populations Adia du Koufo ont commencé une domestication complètement traditionnelle. Il n'y a pas de 4x4, il n'y a pas de costumes qui viennent voir comment ça se passe, de sorte qu'aujourd'hui, ils ont ce qu'on peut appeler une banque de gènes sur lesquels on peut s'appuyer pour la propagation du matériel dans les agrosystèmes au Bénin et dans les autres régions. Alors, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour vraiment parler du Asro, mais on va faire l'essentiel. Je veux savoir, en matière de production, de combien de temps on a besoin? Est-ce que c'est un arbre qui pousse seulement de lui-même? Est-ce qu'on plante le Asro, tigne et tout ça? Comment ça se passe? Oui, merci. Le tabou dit qu'on ne plante pas. Merci aux paysans agriculteurs du Koufo, ils ont tous détruit ce tabou-là, ils plantent. Ils imitent la plantation pour dire je ne plante pas, mais ils plantent correctement. Tout le monde connaît le colonel civil Davy. Il a une bonne plantation de Asro pour laquelle j'ai toujours de l'admiration. Je pense que vous allez nous amener, Rose et moi, on va faire c'est ça, avec plaisir. Voilà. Donc, le Asro, naturellement, en forêt, ça peut mettre 10 à 15 ans pour la première fructification. Wow. Mais, en domestication, vous voyez, il faut faire, on dit en domestication, il y a une étape clé qui est la multiplication végétative. Lorsqu'on fait une multiplication végétative, on peut raccourcir ça à 2-3 ans. Et c'est ce qui est important dans les populations du Koufo. Ils ont ramené l'espèce à une fructification première de 2 à 3 ans déjà. Par graine. Lorsque vous mettez la graine en terre, souvent la graine... 2 ans, 3 ans, ce qui est génial. Alors que... Une graine peut produire combien de... C'est-à-dire après développement, très rapidement, une graine peut donner combien de... Oui, on aura un autre plateau, mais dites-moi, une graine, est-ce qu'on peut jouir jusqu'à quelle hauteur de cette graine-là?
une graine comment? C'est-à-dire, vous mettez une graine de astro, puis en terre, ça sort encore un seul astro. Ça sort un astro et ça peut durer jusqu'à près de 200 ans. Wow. C'est un bon héritage. Franchement, il faut... Je pense que le sujet n'est pas terminé. Effectivement. On va revenir parce qu'on a dit au-delà du fruit, il y a d'autres aspects qu'on va développer avec la mangue sauvage. Merci. Voilà, et ce sera surtout avec vous, hein, si vous le promettez au téléspectateur. Merci beaucoup. Ce serait toujours avec plaisir. C'est terminé pour Monde Agricole, ma chère Merci Béton. aux téléspectateurs. Ah ben, vous avez tout dit là, c'est bon. Merci, C'est pas ça qui va manquer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Monde Agricole. Nous recevons à présent l'expert pour parler de la promotion des droits humains lorsque le digital s'y met. Et nous retrouvons Medoun Boy. C'est bien cela? C'est bien ça, Aris. Mais voilà, merci beaucoup d'être là. Vous êtes spécialiste en campagne digitale. C'est quoi déjà être spécialiste en campagne digitale? En fait, on aime bien dire que ceux qui font des campagnes digitales sont des couteaux suisses du digital. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on comprend le community management, on comprend un petit peu de psychologie, comment les gens agissent un petit peu sur Internet, à quoi ils peuvent réagir, qu'est-ce qui les motive, etc. On comprend aussi toutes les technologies liées au digital, tout ce qui est big data, tout ce qui est social listening, tous ces gros termes qui des fois font peur, mais qui au final sont des termes assez simples à comprendre. Et on utilise cela pour pouvoir montrer aux gens des choses auxquelles ils sont empathiques afin qu'ils puissent agir par rapport à ça, qu'ils puissent avoir un pouvoir par rapport à ça. En tout cas, c'est un sujet que je propose déjà à Agnat Bello qu'on va retrouver juste après vous, dans Autant Savoir, pour nous faire découvrir ce nouveau métier-là. Pour moi, c'est un nouveau métier. Alors, avec vous, on va parler de la promotion des droits humains quand le digital s'y met. Quel lien déjà peut-on faire aujourd'hui avec le digital que tout le monde utilise et la promotion des droits humains? En fait, il faut savoir que la plupart du temps, dans l'histoire, en fait, la promotion des droits humains se fait de deux manières. Certains le font de manière très pacifique, d'autres le font en utilisant de violence, comme dans d'autres pays. Aujourd'hui, lorsque les gens choisissent la manière pacifique, le digital est tout à fait adapté. Tout simplement parce que la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux, utilisent des moyens digitaux aujourd'hui pour communiquer, utilisent WhatsApp, utilisent Facebook, sont sur Twitter, même si au Bénin, ce n'est pas forcément le cas. Il n'y a que seulement 20 000 utilisateurs sur Twitter, je pense. Mais ce sont ces moyens-là et le fait de pouvoir toucher ces gens-là sans pour autant avoir besoin de les mobiliser, de les mettre dans la rue, avec tous les risques des fois que cela entraîne. C'est vraiment ces moyens-là que les gens privilègent aujourd'hui pour pouvoir mobiliser les jeunes surtout, qui sont en majorité sur les réseaux sociaux. Par exemple, si je prends le cas du Bénin, il y a 4 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Un petit peu moins si on prend les gens qui sont réellement actifs. Les gens qui sont réellement actifs sont environ 1,5 million. Donc, c'est vraiment des personnes avec lesquelles on peut travailler à promouvoir les droits humains. Promouvoir les droits humains, c'est assez large. On parle d'éduquer les gens sur leurs droits, ce qui est essentiel parce que si on ne comprend pas son droit, on ne peut pas le défendre au final et on ne peut pas le promouvoir auprès d'autres personnes. C'est aussi montrer aux gens des cas qui se passent dans d'autres pays, qui se passent aussi dans leur pays et leur parler leur proposer des manières de faire qui vont leur permettre de défendre ces personnes-là. S'ils pensent que ce sont des personnes qu'ils doivent défendre, ce sont des personnes dont le cas résonne avec leur quotidien ou pas. Et plein d'autres choses. Le digital aujourd'hui, lorsqu'on fait de la promotion des droits humains au niveau digital, on met en place des pétitions, on met en place ce qu'on appelle des emails to target. Des fois, les gens qui décident, les gens qui ont vraiment le pouvoir de changer les choses, ne savent pas forcément comment les gens ressentent certaines de leurs décisions. Donc, le fait de leur donner le pouvoir de pouvoir juste envoyer un email à cette personne de manière très structurée et de lui dire « je ne suis pas d'accord avec telle décision » de manière très respectueuse. J'aurais préféré que les choses se passent comme ça, comme ça, comme ça, parce que j'ai appris qu'en termes de droits humains, tel est mon droit, tel est le droit de la personne concernée, et j'aurais aimé que vous, qui pouvez changer les choses, vous les changez de cette manière-là. C'est comme ça ça doit se passer, la promotion des droits humains à travers le digital? Plus ou moins. Il y a aussi beaucoup d'autres moyens qui sont privilégiés par d'autres organisations. Je vois des gens qui, des fois, lorsqu'ils défendent les droits des femmes, utilisent des vidéos chocs
utilisent des micro-trottoirs, utilisent des moyens de diffusion et de mobilisation en ligne, qui font que la plupart du temps, ça crée des débats. Et c'est vraiment ça le vrai pouvoir du digital, c'est que ça crée des conversations très fructueuses où les gens, des experts, mais aussi des non-experts, qui ont un avis par rapport à ça, peuvent s'asseoir, discuter ou même discuter par commentaires interposés ou converser via des WhatsApp ou via Facebook Messenger ou d'autres canaux. Vraiment, ça donne le pouvoir et la voix aux personnes, en fait, aux populations. On n'a pas vraiment besoin d'être web activiste ou on n'a pas vraiment besoin d'être journaliste ou expert dans le domaine pour pouvoir donner son avis par rapport à un cas donné. D'accord. Et bon, moi je me dis, aujourd'hui tout le monde s'intéresse au digital pour quelque action que ce soit. Et est-ce que le digital a déjà fait ses preuves aujourd'hui? On peut citer des exemples dans la promotion des droits humains. Il y a beaucoup d'exemples. Je pense que si ça n'avait pas fait ses preuves jusqu'ici, beaucoup de gens l'auraient lâché depuis longtemps. Parce que moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça apporte de plus, les sit-ins, les mouvements dans nos rues pour réclamer les droits des enfants ou les droits des femmes ou les luttes contre les violences. Je me dis que est-ce que ça ne porte pas plus que la promotion via le digital? Vous savez, la plupart du temps, dans la rue, tout ce qu'on peut faire, c'est scander des slogans, avoir des messages clés qu'on essaie de faire passer, mais on ne peut pas avoir de débat structuré. La plupart du temps, c'est ça que le digital apporte. Le digital apporte des faits, utilise les faits pour donner une opinion. À partir de cette opinion, demande aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Et à travers le digital, les gens qui décident peuvent savoir réellement quel est le sentiment des populations, quel est le sentiment des gens qui revendiquent ces droits-là, et au final, pouvoir prendre une décision éclairée, une décision juste. D'accord. Ah ben, vous pensez que ça prend encore déjà ou c'est bien utilisé au Bénin? Nous avons des associations de promotion des droits humains. Est-ce que c'est 1,5 million de personnes qui utilisent, qui sont vraiment actives sur nos réseaux sociaux, jouissent réellement de cela? Oui, je pense que oui. Utilisent réellement le digital pour la promotion des droits humains? Je pense que oui. Il y a beaucoup d'efforts à faire parce que au Bénin précisément. Au Bénin précisément, il y a beaucoup d'efforts à faire. Tout simplement parce que déjà l'accès aux services digitaux est très limité, l'accès à Internet aussi. En termes de statistiques, c'est à peu près 33% de la population qui a accès à Internet. Même si vous avez plus de 80% des personnes qui ont des téléphones mobiles et qui ont des smartphones aussi. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'efforts à faire. Maintenant, ces organisations essaient de travailler vers cela. Ils essaient de travailler avec des jeunes, ils essaient de travailler avec les gens qu'il faut. Je pense à Social Watch, par exemple. Ils sont présents au Bénin. Je pense à Amnesty aussi, qui sont présents au Bénin. Je pense aussi à d'autres organisations qui ne sont pas forcément des organisations béninoises, mais qui sont des organisations internationales, comme l'UNICEF ou d'autres organisations. Ce sont des organisations qui utilisent le plus le digital pour la promotion des droits humains. Oui, c'est plus eux qui utilisent ça pour promouvoir les droits humains à ce stade. D'accord. Mais l'idéal serait que des citoyens aussi puissent se lever et dire j'ai vu des enfants dans la rue, je veux faire quelque chose à propos de ça, je sais que je n'ai pas les moyens qu'ont les organisations internationales, etc. Ce que je peux faire, c'est créer une pétition en ligne et dire aux gens, voici ce que je propose que l'on fasse à propos de ça. Et voici comment je propose que l'on le fasse. C'est vraiment ce genre de choses que les gens peuvent faire. Avoir leur propre voix dans le débat. D'accord. Déjà, comme exemple au Bénin, moi, je peux parler de ces ONG-là qui, je ne sais pas si elles ont des représentations dans les hôpitaux, mais qui nous présentent toujours des cas d'enfants malades ou de personnes qui n'ont pas de moyens financiers pour subvenir à leurs besoins, pour avoir les soins comme il se doit à l'hôpital. Et effectivement, on sent l'action. Les gens cotisent sans même connaître ces associations, mais librement, à travers ces numéros qu'ils donnent, les gens envoient de l'argent. Et je me dis, mais jusqu'à ce point, on fait autant confiance au digital? Oui, la confiance grandit en fait. La confiance grandit de plus en plus. Les gens ont de plus en plus confiance au fait de donner de l'argent. Donc ça prouve
l'impact peut être là et rapidement. L'impact est réel. J'ai vu dans d'autres pays, des situations et des cultures changer à cause du digital. Au Bénin, je n'ai pas forcément d'exemple parfait par rapport à ça, mais ce que vous citiez tout à l'heure est quelque chose qui est un phénomène qui se passe aussi au Sénégal, qui est un phénomène qui se passe aussi en Mauritanie et dans d'autres pays. Les gens cotisent, ils envoient de l'argent sur des comptes de mobile money pour soutenir certains cas. On appelle ça du crowdfunding. Ça a vu ses jours en Europe, mais c'est encore plus présent. C'est aussi pour la promotion des droits humains? C'est possible d'utiliser ça pour la promotion des droits humains. On essaie d'utiliser ça d'ailleurs au Sénégal et en Égypte. En Égypte, il y a une application super célèbre où ces genres de cas sont souvent mis en avant et les gens donnent de l'argent par rapport à ça et lorsqu'ils ont atteint la cagnotte nécessaire, il y a une manière dont les choses sont organisées, la personne bénéficie de ça, après ils ont des rapports, ils savent réellement où est parti leur argent, tout est réellement très transparent et c'est aussi ce qu'apporte le digital, la transparence. La transparence. Eh bien, que dites-vous des jeunes, je ne dirais pas jeunes activistes, mais ces jeunes qui sont très bouillants sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils utilisent ce canal-là comme il se doit, rien que pour la promotion des droits humains, pour vous, spécialistes en la matière? Ils font ce qu'ils peuvent avec les connaissances qu'ils ont et l'expertise qu'ils ont actuellement. Plus on est expert du digital, mieux on peut l'utiliser. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes essaient de se former. Il y a beaucoup de moyens de se former en ligne. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez les jeunes. Beaucoup se disent, je ne sais pas encore, mais si j'ai un moyen d'apprendre, je vais apprendre en ligne. Et c'est ce que proposent aussi beaucoup d'organisations. Ils proposent ce qu'on appelle des Massive Online Open Course, des MOOC, à ces jeunes-là pour leur apprendre ce que c'est que les droits humains, comment le promouvoir en ligne, comment faire pour faire ça. Ils proposent aussi des formations en physique, en présentiel, où les gens peuvent venir et apprendre ce que c'est que réellement faire du campaigning au niveau digital et à partir de là, savoir comment utiliser tous ces moyens et toutes ces tactiques-là pour pouvoir atteindre leur but et générer de l'impact. Merci beaucoup. Merci à vous, Medoune Boy. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis sénégalais, mais je vais être béninois ces derniers mois. Oui, j'apprécie beaucoup le Bénin. Merci beaucoup. Alors, vous êtes spécialiste en campagne digitale. On parlait avec vous de la promotion des droits humains à travers le digital. Et ce sera tout pour l'expert de ce jour, mesdames et messieurs. Le troisième plateau à installer tout de suite, c'est Autant savoir. Autant savoir s'intéresse ce soir à l'optimisation du temps, un défi difficile à relever selon certains entrepreneurs. Pour aborder la question, nous recevons Ulrich Merwele, il est coach motivateur, et Agnat Belomé d'abord avant de les retrouver. En attendant qu'on ne les installe, je vous propose de suivre ce reportage. Autant qu'ils sont, les Béninois reconnaissent l'importance du temps. Pour moi, le temps est tellement si important que j'arrive même plus à dormir la nuit. Parce que dormir la nuit, ça fait encore plein de temps. Dès que le temps est parti, vous ne pouvez plus rattraper. Alors si nous ne rattrapons pas l'heure qui passe, nous n'allons pas espérer rattraper le temps qui est passé. Richesse à la portée de tous, le temps passe et se révèle court. Pour atteindre ses objectifs, chacun s'y prend à sa façon. La gestion de mon temps se fait en fonction des tâches que j'ai accomplies. La principale chose que je fais, c'est que j'essaie de me fixer des objectifs. Au vu de ces objectifs, je planifie. Je m'organise bien pour que les objectifs que je me suis fixés soient atteints dans le délai que j'ai imparti pour chaque activité. Je suis consultante en festivité, mais ce qui veut dire que la cérémonie se passe toujours le week-end. Donc on a 48 heures pour satisfaire tout le monde. Et vous savez très bien, la cérémonie africaine avec la multitude de foules, les 48 heures sont insignifiants pour satisfaire mes clients. Donc quand je prends qu'en mangeant, même je calcule mon temps. En parlant, je parle plus vite pour récupérer mon temps. Time is money, disent les anglophones. Le temps fait partie intégrante du processus de développement d'une nation. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique publie en 2017 que sur 24 heures, seules 3 heures sont optimisées par les Béninois. La cause principale, c'est que le Béninois est dans un environnement
où il n'y a pas assez de rigueur au niveau des différents responsables pour l'amener à pouvoir être plus pointué par rapport à son utilisation du temps. Mieux vaut tard que jamais. Pour une gestion optimale du temps, plusieurs méthodes existent. Nous allons proposer la méthode NERAC. La méthode NERAC, c'est N-E-R-A-C. Le N voudrait dire qu'il faut noter toutes ces activités dans une journée. Le E plutôt, c'est qu'il faut évaluer la durée nécessaire pour chaque activité. Après avoir évalué la durée nécessaire, il faut réserver le temps de sécurité pour gérer les urgences ou les embouteillages qu'il faudrait avoir. Le A, c'est arbitrer les priorités, parce que vous avez une flopée d'activités, mais il faut pouvoir savoir celles qui sont prioritaires et les mettre en avant des autres. Et le C, c'est enfin, après avoir déroulé votre journée, contrôler ce qui a été réalisé pour faire un peu ce qu'on peut appeler du suivi et évaluation. L'heure après l'heure n'est plus l'heure, et loin de laisser le temps au temps, utilisons-le à bon escient. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes avec Agnès Bello. Annie, bonsoir. Bonsoir, Rose Danondé, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Alors, nous sommes avec Ulrich Merkwele, il est coach motivateur. Bonsoir. Bonsoir. Le jeune coach. Oui. Que j'ai toujours du plaisir à recevoir sur ce plateau. Oui, je dis souvent aux gens, ne faites pas de votre âge une cage. Vous pouvez être jeune, être sage. Être sage n'est pas une question d'âge, mais de connaissance. Seigneur, c'est tellement bien dit. J'ai presque envie de vous demander de répéter. Assez de rire, mais franchement, c'était bien pensé. Ou bien vous êtes préparé pour ouvrir le... Non, bien sûr. Alors, on réécoute. Oui, on vous écoute. Ne faites pas de votre âge une cage. Vous pouvez être jeune, être sage. Être sage n'est pas une question d'âge, mais de connaissance. Wow. Merci de partager cette citation, cet adage particulier avec nous. Ça vient de vous? Oui. D'accord, donc c'est votre inspiration. Franchement, c'est intéressant. Annie, on parle donc de l'optimisation du temps. Un défi à relever. Justement, Heureuse Danondé, je suis sûre que quelqu'un a déjà utilisé cette excuse avec vous. C'est parce que j'avais pas le temps que j'ai pas pu te voir. C'est parce que j'avais pas le temps que j'ai pas pu honorer ce rendez-vous. Toutes les fois, nous nous raccrochons au temps. On n'en a pas assez, on en veut toujours plus. Il y a même une amie qui me disait qu'elle aimerait 2 heures de plus sur les 24 heures de la journée. Alors, c'est pas possible d'élargir le temps, mais c'est possible peut-être de l'optimiser. Maintenant, dites-nous un peu, pourquoi c'est si difficile de bien gérer son temps? Merci beaucoup. Il est très très difficile, là je l'avoue, de gérer le temps. Parce que, vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, nous avons les WhatsApp, les médias, les réseaux sociaux, nous avons les téléphones portables, nous avons beaucoup de choses aujourd'hui dans les entreprises, en tant que chef d'entreprise, les mails, on reçoit des mails, les notifications sur les portables. Il y a tellement de choses vraiment qui attirent notre attention. Ce qui fait que c'est très difficile de se dire que voilà ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas faire ci. Mais quand tu te dis ça, tu remarques à un moment donné que voilà, tu te mets à faire autre chose. Donc aujourd'hui, c'est très très difficile de gérer le temps parce qu'avec l'évolution technologique, avec tout ce qui est innovation, tout ce qui est amélioration, c'est compliqué parce qu'on a envie de toucher à tout, on a envie de faire tout et on a envie d'expérimenter tout. C'est le problème, d'être tellement curieux, de vouloir tout faire à la fois. On n'arrive à rien faire en fait. D'accord, donc pour vous, le plus important d'abord, c'est savoir prioriser. Exactement. Choisir ses priorités. Exactement. Dans la vie, je dis souvent, si vous échouez dans la planification, dans le choix de votre priorité, vous avez échoué dans la planification de vos priorités. Okay. Donc, le plus important d'abord, c'est de choisir ses priorités. Comment choisir ses priorités, de savoir le faire. Exactement. Par exemple, pour le faire, il y a un principe très simple pour choisir ses priorités. Il y a le principe de Pareto. Pareto, c'est un Italien, il est économiste. Il a créé un principe qu'on appelle le principe de Pareto. Et le principe dit que 80% de ce que vous faites donne 20% de vos résultats. 80% de vos activités apportent 20% de votre chiffre d'affaires. Et 20% de vos activités apportent 80% de votre chiffre d'affaires. D'accord. Oui. Maintenant, comment définir ses priorités à travers ce principe-là? Oui. Donc, la première des choses, c'est d'abord de faire la liste de tout ce que nous faisons. D'accord. De tout ce que nous faisons. Maintenant, de voir parmi ce que je fais, quelles sont les choses. Par exemple, je suis chef d'entreprise, je travaille, j'ai des clients, je travaille avec les clients et je remarque que dans tous les clients avec qui je travaille, il y a des gros clients, il y a des petits clients. Il y a des clients avec qui je travaille qui sont peut-être 20% de la majeure partie des clients que j'ai, mais qui apportent la majeure partie de mon chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que c'est ceux-là qui constituent les 20%.
Et il y a d'autres petits clients qui viennent acheter des petites choses qui constituent des 80%. Et cela juste apporte 20% du chiffre d'affaires. Donc, il faut que je puisse avoir, comment dit-on, un cahier, une note, où je note les clients que j'ai, combien de chiffre d'affaires chaque client apporte, sur quelle période, pour identifier maintenant, pouvoir il y a tel client, Jérôme ou Monsieur François, ou tel qui apporte, qui fait partie de mes gros clients. Donc je me focalise sur ces 20%-là, parce que c'est ceux-là qui apportent les 80%. Mais la plupart du temps, les gens ne font pas ce travail-là, et perdent tout leur temps sur les 80% des petits clients qui font que ces 80% n'apportent que 20% du chiffre d'affaires, et ça ne permet pas de fonctionner l'entreprise, de performer comme cela se doit. D'accord, revenons maintenant à l'individu. Parce que pour moi, tout part de l'individu. Pas seulement en tant qu'entrepreneur. Oui. Nous avons des téléspectateurs qui sont coiffeurs, des téléspectateurs qui sont plombiers. Eux tous, ils ont besoin de savoir gérer leur temps. Et ceux qui ont le plus besoin de temps, ils sont les artisans. Il n'y a pas plus faux qu'eux. C'est clair. Donc, dites-nous un peu, pour vous, 24 heures dans la journée, est-ce que ça suffit véritablement pour faire ce qu'on a à faire? Je dirais simplement, l'homme le plus riche au monde, Jeff Bezos, il a 24 heures. Il est le riche. Le pauvre aussi a 24 heures. Donc, le pauvre a 24 heures, le riche a 24 heures. Mais c'est la capacité de gérer ce temps-là qui fait de vous un homme riche ou un homme pauvre. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, je dirais que 24 heures suffit largement. D'accord. Comment est-ce qu'on se planifie? D'accord. La première des choses, d'abord, quel que soit vous êtes artisan, il faut faire la liste de tout ce que je fais. Si je suis artisan, je suis... Oui, là on est d'accord, on identifie les priorités. Quand je fais la liste de tout ce que je fais, maintenant je les classe en 4 catégories. Il y a ce que j'appelle ce qui est important, urgent. Quelles sont les tâches qui sont importantes, urgentes? Quelles sont les tâches qui sont importantes et non urgentes? Quelles sont les tâches qui sont pas importantes mais qui sont très urgentes? Et qui sont les tâches qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes. Donc, je classe toutes ces tâches que j'ai en ces 4 catégories-là. Mais je commence par maintenant faire ce qui est important et urgent. Après cela, je passe à ce qui est important et non urgent. Et après, je passe à ce qui est important, qui est important et ce qui est non important et urgent. Qui est urgent, oui. Maintenant, après, je passe en dernière position ce qui est non important et non urgent. D'accord. Ça me permettra de prioriser et de faire ce qui est important. D'accord. Mais parfois, vous avez vos priorités. Vous savez ce qui est important, vous savez par où commencer. Vous avez même votre schéma en tête et pourtant, vous n'en sortez pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les tueurs de temps. Oui. Il y a les mangeurs de temps. Aujourd'hui, nous avons la télévision qui mange énormément du temps. Nous avons le téléphone portable, vous êtes là, vous êtes juste là, vous êtes au travail, quelqu'un vous appelle, vous décrochez. Vous passez 1 heure au téléphone et sans vous en rendre compte, vous passez normalement l'activité que vous devez faire en 1 heure, vous le faites peut-être en 3 heures, en 4 heures. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup d'éléments du temps. Il y a par exemple les réseaux sociaux. Mais il y a aussi les discussions parfois. Il y a des personnes qui viennent comme on dit, les pas perdus. Oui. Il y a aussi ça dans les entreprises. Il y a quelqu'un qui me dit souvent, il me dit un jour, il avait planifié de faire une activité et l'heure avait sonné. Il avait un ami qui était venu le voir. Donc, quand il discutait à un moment, l'heure a sonné. Il a dit à mon ami, en fait, je vais te raccompagner parce qu'à telle heure, j'ai prévu faire telle chose. La personne était scandalisée. Il a dit, mais comment tu peux me renvoyer? Il dit, oui, parce que j'ai prévu faire telle chose à telle heure. Il faut que nous puissions être responsables. Il faut que nous puissions prendre la décision pour dire, si je prends la décision de faire quelque chose, il faut que je me mette les moyens. Je dois respecter cela. Mais beaucoup disent, mais je ne veux pas frustrer l'autre. Il est venu me voir, je veux lui de partir. Il faut trouver des moyens. Oui, cela nous renvoie à la notion de rendez-vous. Une notion qu'on n'a pas toujours ici sous nos cieux. C'est très important de savoir qu'avant d'aller rendre visite à quelqu'un, il faut prendre rendez-vous. Comme ça, il vous installe dans son agenda. Oui, il est important. Je pense qu'il y a aussi peut-être le bloc-notes qu'on n'a pas toujours. Que ce soit sur téléphone ou bien un bloc-notes normal qui vous rappelle aujourd'hui à 10 heures, vous êtes censé avoir fait ceci. Est-ce que vous l'avez vraiment fait? Et peut-être qu'en fin de journée aussi, vous essayez de vérifier si effectivement tout est passé. Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, la plupart des gens, ils n'ont pas de bloc-notes. Oui. Vous voyez? Mais quand vous avez, exactement comme vous l'avez dit, des bloc-notes, vous avez des rendez-vous précis, vous avez prévu des rendez-vous à des moments précis. Et lorsque ces personnes, peut-être qui devaient venir, et disent, bon, je reçois tel client à telle heure,
c'est clair. Mais il y a des fois, il y a des personnes qui ne vous préviennent pas. Et qui il y débarquent. a des gens qui disent, bon, vous avez une soeur ou à vous, quelqu'un à vous qui... Donc, qu'on le veuille ou pas, tout ce que vous venez de dire là, c'est encore de la théorie. Non, il faut peut-être non. Il faut avoir un agenda et il faut planifier à l'avance. On confirme ici que le défi est difficile à relever. Le défi est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est ça la chute, et je crois que j'espère que les téléspectateurs ont compris que le plus important, c'est d'abord d'éviter les mangeurs de temps, d'éviter de se laisser distraire autant. Merci à vous, Agnat Bello. Mesdames et messieurs, c'est tout pour autant savoir. 3 grands plateaux viennent aussi de s'achever. Alors, on retourne l'antenne à la rédaction pour suivre le journal avec Nadège Sani. Nadège, à vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Au marché d'Antokpa, les prix des produits vivriers de grande consommation ne sont pas toujours abordables. Pour se les procurer, les consommateurs doivent parfois débourser un peu plus. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Elles sont une menace pour l'environnement et la santé humaine, les pesticides chimiques. Et pour faire face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. Enfin, de l'assainissement des plans d'eau au Bénin dépend la qualité des produits halieutiques. Question, quelle stratégie adopter pour réhabiliter les plans d'eau au Bénin? Un spécialiste nous en parle. Au marché d'Antokpa, les clients sont presque absents. De l'avis des commerçantes, la hausse des prix des produits vivriers serait la principale raison. Mais comparativement à l'année dernière, il y aurait plutôt réduction des coûts sur certaines denrées alimentaires. Quelle est donc la situation au marché d'Antokpa? Le constat avec Samson Thiomon, Judith Kael Adeboumi et Judith Tossa. À Dantokpa, l'igname coule à flot. Les grossistes déchargent à longueur de journée. Seulement, les clients sont rares et les détaillants se plaignent. L'igname coûte trop cher cette année. Ce tas coûte 3 000, mais les clients veulent l'acheter à 2 000. On ne peut pas le vendre à ce prix. Chez les grossistes, c'est un autre langage. Certes, il y a mévente, mais la hausse des prix n'en est pas la cause. Les prix auraient plutôt baissé. Cette année, bon, ça a débuté à partir de les 50 000, à partir de 20 000, ça a descendu et c'est devenu jusqu'à 10 000 maintenant, 50 kilos. Et le Labocor, lui, est à 27 000 francs, le 50 kilos. L'année passée, le 50 kilos, c'était au début même, c'était à 40 000 même. C'est rabaissé. Les gens ne viennent pas. Puisque avant là, ils viennent, on vendait correctement. Mais maintenant, on ne vend pas, on souffre. Cette morosité frappe aussi les vendeurs de manioc. Beaucoup de marchandises, pas de clients. On a vendu des patates à 3 000 et à 2 000. Cette année, c'est descendu à 1 500. On fait des tas de 500, de 200, mais personne n'achète. Les céréales aussi sont moins coûteux. C'est la baisse des prix et le manque de clientèle. Le maïs blanc est à 175 francs le kilogramme et le sac est à 17 000. Le rouge est à 200 francs le kilogramme et le sac à 18 000. Ça c'est cassoulet, c'est à 1500. On vendait mieux l'année passée, les mois passés, mais ça n'a pas été. Par contre, sur le marché, le prix du riz n'a pas baissé. Et comme ailleurs, ici aussi, les clients se font désirer. Quand vous êtes entré dans le marché, n'avez-vous pas remarqué la morosité? On ne vend rien. Le riz est trop coûteux. Morosité totale sur le marché. Les clients sont aussi rares que les étalages sont pleins. Pour l'heure, les vendeurs ne peuvent qu'attendre patiemment et espérer couler leurs produits.
Et comme vous le savez, les produits agricoles vendus dans nos marchés proviennent des champs. Et pour accroître le rendement et lutter contre les organismes nuisibles qui envahissent les champs, les pesticides sont utilisés dans les champs. Heureusement, le contexte change et la demande bio devient forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se reconvertir. Ils adoptent de plus en plus de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Animboso nous en dit plus. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements. Il peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution. Parce que l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, on le mélange à de l'eau. Que ce soit les feuilles de Nîmes, aussi on les utilise. Mais aussi, nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac, et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. Parlons à présent des plans d'eau qui constituent une richesse pour l'économie nationale compte tenu du rôle qu'ils jouent dans l'écosystème. Mais certaines activités humaines affectent la qualité des produits halieutiques à cause des engins techniques prohibés utilisés. Cyril Aroloupé est ingénieur agro-halieutique. Il évoque ici les mesures de réhabilitation des plans d'eau au Bénin. Il est au micro de Lazare Migan. Les plans d'eau pourvoient en ressources halieutiques, c'est-à-dire les poissons, les crevettes, les crabes, tout ce que nous pouvons, les organismes que nous pouvons pêcher de nos plans d'eau. Les plans d'eau également, et ça constitue les moyens d'existence durable de centaines de milliers de pêcheurs. Donc, mais à l'heure où nous parlons, la pression sur la ressource est telle que si on ne fait rien, la ressource n'a plus la chance de se renouveler parce que la pression est tellement forte sur la ressource. Donc cela fait que les pêcheurs, il y a une utilisation généralisée des engins techniques et méthodes de pêche qui sont déclarés prohibés par la loi. Nous sommes à la phase d'assainissement. La phase de réhabilitation va nous conduire, n'est-ce pas, à développer des actions pour lutter contre les plantes adjacentes dont les classes parmi les plantes aquatiques proliférantes.
Après ça, il y aura l'assainissement des berges. Vous prenez les berges de la lagune de Cotonou, c'est-à-dire le long du marché d'Antokpa. Ça, c'est complètement pollué et ça affecte la qualité des produits halieutiques. Il y a une étape de l'opération qui va consister, n'est-ce pas, à assainir aussi cette berge. La suite, c'est qu'il faut diversifier les moyens d'existence des pêcheurs. Il faudrait que, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 117 pêcheurs au kilomètre carré, contre une norme de 9 à 14 qui est admise. Donc il faut amener les pêcheurs vers d'autres activités. Il faut dire que la pression sur la ressource soit... Il faut desserrer la pression sur la ressource. Donc c'est en ça que consistent les mesures d'assainissement et de réhabilitation des plans d'eau. Au Niger, la réserve naturelle de Termite et Tintouma, la plus grande d'Afrique, va être déclassifiée en partie pour permettre à la société chinoise nationale Petroleum Corporation d'y exploiter 3 blocs pétroliers. C'est ce qu'indique un communiqué du dernier conseil des ministres. Ces blocs d'exploration ont été attribués à la société en juin 2008. Le projet entre dans le cadre de la politique du Niger visant à porter à 110 000 barils par jour la production nationale de pétrole dans les prochaines années. La réserve naturelle de Termite et Tintouma est le seul refuge connu pour l'ADAS appelée antilope blanche. On la retrouve dans les régions les moins fréquentées par l'homme dans le désert du Sahara. Au Sénégal, la gestion du risque, la nomenclature des actes médicaux sont entre autres modules de formation à l'endroit des gestionnaires des institutions de prévoyance maladie. L'initiative est de l'institution de coordination de l'assurance maladie. Elle vise à renforcer les capacités des acteurs en vue d'une gestion efficace et efficiente du système de l'assurance maladie. Fatou Diouf de la RTS. L'étude sur la réforme de l'assurance maladie obligatoire de 2009 a révélé des lacunes sur la gestion des IPM, un mode de gestion jugé inefficace qu'il faut corriger. Cet atelier vise à outiller les gestionnaires des institutions de prévoyance maladie sur la codification des actes médicaux, les ratios de gestion de la CIPRES et les leviers de gestion des risques. Ce seront des modules techniques qui permettront aux gérants et aux membres du conseil d'administration des IPM de pouvoir communiquer normalement avec ceux qui ont en charge de les contrôler, d'abord par rapport au respect des ratios et deuxièmement de parler le même langage avec les prestataires de soins. L'ICAMU est dans son rôle initié des sessions de formation annuelles destinées au renforcement des capacités des acteurs, l'assurance maladie obligatoire, un défi majeur pour l'État. Nous convenons tous de l'importance dans la vie sociale de notre pays des institutions de prévoyance, n'est-ce pas, qui s'occupent de la santé des travailleurs et de leurs familles. Il est important que ceux qui ont ces outils-là entre leurs mains soient capacités non seulement pour être au fait de ce que commandent en fait les normes au niveau de notre pays, mais également pour marcher au rythme de ce qui se fait dans la sous-région. Les gestionnaires des IPM sont invités à s'approprier les différents modules dispensés. C'est pour aller vers une bonne gouvernance des IPM conformément au ratio prudentiel de la CIPRES. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et c'était donc le 1945. Nadège Sani, merci pour la présentation et bonne fête encore à vous par anticipation. Mesdames et messieurs, le dernier grand plateau du grand rendez-vous de ce soir se consacre à la santé, nature et bien-être. C'est tout de suite. La rétention d'eau chez la femme, précisément la femme enceinte, est-ce un danger? On va en parler tout à l'heure avec Komlan Agossou, notre gynécologue.
du grand rendez-vous qu'on ne présente plus. Vous aurez le temps de voir de qui il s'agit si vous ne savez pas encore de qui je parle. Ce sera après ce micro-trottoir réalisé par Yasmine Damanta pour nous prendre l'avis des citoyens, des usagers de la route sur la rétention d'eau. Rétention d'eau. Sinon, franchement, moi, ça me dit rien. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Une rétention d'eau, je pense que c'est le fait que certaines parties du corps s'enflent de façon anormale, donc peut-être les pieds, surtout les pieds. De ce que je sais jusqu'à ce jour, c'est peut-être dû à la consommation excessive de sel, donc il faut réduire le sel. Je le vois surtout chez les femmes enceintes, donc les pieds sont enflés quand elles s'asseyent et quand elles se relèvent, il faut du temps pour que ça redevienne à la normalité. Je sais que ça se manifeste au niveau des femmes enceintes, souvent quand elles s'assoient longtemps. Mais ce qui provoque ça, je ne sais pas. J'ai appris que la consommation abusive du sel peut causer ce phénomène, ce mal. Également, les effets secondaires des médicaments peuvent amener la rétention d'eau. La cause, selon moi, il peut y avoir plusieurs causes. Bon, il y a un peu plus de 2 ans, j'attendais un bébé et c'est là où j'ai surtout été victime de ça. Et ma gynécologue m'a dit que c'était dû au fait que le fœtus exerçait une pression sur les vaisseaux sanguins. Donc ma circulation sanguine n'était plus normale. Et c'est ça qui a donné pour effet cette rétention. Ça, c'est l'avis des citoyens. Que dit le spécialiste? Nous avons Komla Agossou, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ben, hier, j'étais très contente d'avoir avec moi votre frère, le médecin ORL, Agossou Senamé. Mais pas comme vous, hein, très calme. Ben, je suis calme aussi. Oh non, docteur, vous n'êtes pas calme là. Alors, vous serez reçu par Yasmine Damanta. La Yas, c'est comment? Ça va, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau du grand rendez-vous. Le plaisir est partagé, hein, mais on parle cette fois-ci d'une maladie, moi je peux l'appeler ainsi, la rétention d'eau. Oui, une maladie, vous pouvez le dire, mais je ne sais pas si le docteur va confirmer que c'est une maladie. Toutefois, déjà on peut lui demander c'est quoi la rétention d'eau? Alors, la rétention d'eau, c'est pas une maladie en fait. Ok. Bon, ça déjà ça rassure. C'est un signe anormal, forcément. C'est pour ça que c'est connu. Anormal, forcément. Forcément, ce n'est pas normal comme signe. Donc même quand les femmes ont eu à le dire, quand elles se redressent, elles prennent une position, tout rentre dans l'ordre. Voilà. Ça a un problème. Est-ce que réellement tout rentre dans l'ordre? Est-ce que réellement tout rentre dans l'ordre? C'est une bonne question. Donc, en fait, il y a 2 aspects. Quand on parle de la rétention d'eau, si on va physiologiquement, c'est naturel qu'il y ait une rétention d'eau dans l'organisme, puisque l'homme est fait à l'âge adulte de 65% à peu près en matière d'eau. Donc, il y a une rétention d'eau naturelle. Il y a une limite de rétention pendant l'alimentation. Donc, quand on boit de l'eau, une bonne partie reste. Quand on mange, une bonne partie de l'eau reste. C'est pour ça d'ailleurs que les matières fécales ne sont pas liquides, mais qu'elles se solidifient. Et elles se solidifient de plus en plus quand on ne boit pas assez d'eau. Alors, ce n'est pas le sujet, donc je vais vite quitter ce secteur. Alors, l'anomalie qu'on appelle la rétention d'eau, c'est plus connu sous le nom d'œdème. Ok. Donc, cela se manifeste par le gonflement de certains endroits, surtout les endroits bas situés au niveau du corps de l'homme. Donc, c'est au niveau des pieds, les mollets, la partie, la face antérieure du tibia, les malléoles, les chevilles, donc, ou bien c'est les mains, parce que c'est situé en déclive, c'est tout. Les parties qui sont situées vers le bas. Donc, quand vous vous tenez debout, toutes les parties qui sont en bas du corps, qui pendent, plus ou moins, sont des parties où il va y avoir une accumulation d'eau. Donc, ce n'est pas une spécificité de la femme.
Cela peut arriver autant chez un enfant, chez une personne adulte de sexe masculin ou de sexe féminin, bien sûr, autant chez une femme en état de grossesse. Mais c'est là qu'on remarque chez la femme enceinte, c'est tellement fréquent. Mais est-ce un danger pour cette femme? Alors, chez la femme enceinte, il y a plusieurs situations. Il y a la situation induite par la grossesse normale. Donc, quand il n'y a pas de complications particulières, le climat hormonal de la femme est tel que pendant la grossesse, il y a une diminution des échanges de liquide entre les différents secteurs vasculaires. Alors, quand je parle des différents secteurs vasculaires, je parle du secteur sanguin et du secteur lymphatique. Donc, vous avez certainement entendu parler de la lymphe quand vous étiez à l'école ceux qui ont fait la D, au primaire. La lymphe, ça s'enseigne au primaire. Le système lymphatique et le système sanguin ordinaire sont deux systèmes qui gèrent les liquides du corps. Donc, il y a des échanges entre ces deux systèmes et donc, pendant la grossesse, ces échanges sont limités. Ce qui fait qu'il y a un passage de l'eau dans les tissus. Donc, entre les cellules de l'organisme, l'eau stagne. Voilà. Donc, ce qui fait que quand la personne est debout, cela gonfle. Et l'autre phénomène qui s'ajoute, c'est qu'il y a un déficit de la puissance du retour. Parce que les veines drainent le sang des orteils vers le cœur, de la même façon que des doigts vers le cœur. Donc, pendant la grossesse, il y a une faiblesse de ce drainage de retour. Tous ces phénomènes s'associant, en plus de ce qu'a dit la dame, le poids de la grossesse, plus la grossesse prend de l'âge, plus la masse de l'utérus est élevée, et plus donc cette masse pèse sur le système vasculaire de retour, donc, ce qui explique qu'il y ait une tendance à un gonflement plus ou moins vers la fin de la grossesse. Mais moi, je me demande pourquoi, tel que vous l'expliquez, ça n'a rien de grave ou d'anormal. Pourquoi les femmes ça n'a rien d'anormal. Mais est-ce que c'est ça, c'est le cas normal. Ok. Mais les œdèmes ne sont pas liés seulement à ces problèmes. D'accord. Les œdèmes, c'est le sang c'est un problème de retour. Alors, quand vous avez une insuffisance veineuse, c'est un état d'être qui peut précéder la grossesse. Il n'y a aucun souci, ça va aggraver les œdèmes. Donc, dès le début de la grossesse, les œdèmes vont être importants et ils vont être de plus en plus importants. Ça va donner des douleurs. Ça ne va plus s'estomper juste parce qu'on a soulevé les jambes ou ça s'est levé. Donc, ça dérange. Donc là, déjà, on peut commencer par s'inquiéter. Mais on est inquiet. Dès que ça commence. Parce que c'est gênant. On ne peut plus se chausser, voilà. Non seulement on ne peut plus se chausser, mais ça fait mal. Ça fait mal. Tout vous serre. Vous avez une alliance, ça vous serre. Vous avez un bracelet ordinaire, ça vous serre. Vous changez de chaussures, vous ne pouvez plus porter de chaussures fermées. Vous portez des chaussures fermées le matin et avant midi, ça vous serre, vous êtes obligé de l'enlever. Donc, c'est beaucoup de désagréments ordinairement déjà. Mais ça, ce n'est pas le cas le plus compliqué. C'est quand l'origine est liée à une pathologie cardiovasculaire. Et ça, c'est encore une autre affaire. Donc, les anomalies du cœur, entre griffes. Donc, quand je parle des anomalies du cœur, je préfère encore parler des problèmes rénovasculaires chez la femme enceinte, de ce qu'on appelle la pré-éclampsie, qui donne l'hypertension artérielle de la femme enceinte, qui s'associe à la perte de l'albumine par le rein, qui normalement ne perd pas d'albumine. Donc, lorsqu'il y a cette anomalie, il y a également les œdèmes. Parce que c'est une autre cause d'œdème. Le fait de ne pas avoir une quantité suffisante d'albumine dans le sang circulant. Ce qui crée une baisse de la pression qu'on appelle la pression oncotique dans le sang
Et au niveau des échanges, le liquide passe dans le secteur extracapillaire au lieu d'y rester. Du coup, ça passe aussi banal, mais ça peut être dangereux pour la femme enceinte. Les œdèmes sont banals, mais les œdèmes peuvent cacher un problème grave, comme la prééclampsie, comme d'autres pathologies cardiovasculaires, les syndromes néphrotiques, les néphrites et toutes sortes d'autres pathologies du rein ou bien du système sanguin. Mais parlons des causes. Dans le micro-trottoir, il y a certaines femmes qui ont dit que c'est lié à l'alimentation, les effets secondaires de médicaments. Est-ce vrai? Effets secondaires de médicaments, je ne m'avancerai pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment de médicaments que je connaisse qui donnent des effets secondaires à type de gonflement. Si c'est une allergie, ce n'est pas les œdèmes dont on parle. Si c'est une allergie, ça va donner un urticaire. Bon, l'urticaire, ce n'est pas le gonflement des extrémités, mais c'est des plaques de gonflement sur tout le corps ou bien sur certaines parties du corps accompagnées de prurite. Alors, le sel, la question du sel est très simple. Le sel contribue à retenir l'eau dans le système vasculaire. Donc, l'ajout de sel à l'alimentation, et je pèse mes mots, j'ai dit l'ajout de sel, parce que dans l'alimentation, il y a du sel. Vous ne pouvez pas préparer une nourriture et penser qu'il n'y a pas de sel. Il y a du sel dans les aliments que nous consommons, même sans ajouter du sel de cuisine. Donc, l'ajout du sel de cuisine augmente la salaison. Et on sait que plus on consomme de sel, plus on a tendance à retenir de l'eau. Donc, cela va contribuer à ce qu'il y ait un peu plus de rétention d'eau. Mais c'est tout. Donc, le mythe selon lequel une femme enceinte ne doit pas manger du sel, c'est une fausse histoire. Mais comment faire? Est-ce qu'il y a des astuces, des choses à pratiquer pour revoir sa circulation, je ne sais pas quoi, sanguine? Voilà. Donc, quand on n'est pas prédisposé, on n'a pas de problème en début de grossesse. D'accord. C'est naturel qu'en fin de grossesse, il puisse y avoir un gonflement. Ça, c'est 3e trimestre, à partir de 7 mois de grossesse pratiquement, que ça va être lourd. Mais si c'est dès les premiers mois, c'est parce que la personne avait déjà une insuffisance veineuse. Donc, dans ce cas, de toutes les façons, le traitement postural est simple. Il suffit de surélever les jambes pour faciliter la circulation. Par exemple, là, nous sommes ici dans le studio. Le siège que nous utilisons a un pose-pied. Donc, si nous reposons le pied là-dessus, cela facilite la circulation plutôt que de poser les pieds directement sur le sol. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Oui, j'ai dit merci à tout le temps. Mais franchement, peut-être pour finir, il paraît que pour la femme enceinte en Afrique, quand elle a les œdèmes, c'est le signe qu'elle veut faire un garçon. Bon. Il paraît que c'est vérifié. Les Africains aiment beaucoup les questions du sexe des enfants. Les enfants béninois. Merci beaucoup. Le moment a eu des œdèmes. En tout cas, j'étais sûre qu'avec le scientifique, je n'aurais pas une réponse positive. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour le grand rendez-vous pour Nature et Bien-être et pour votre grande émission de ce soir. On va se dire à tout à l'heure, juste après ceci, je vous retrouve pour conclure. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique.
Et voilà, mesdames et messieurs, on est à la fin. Définitivement terminé pour le grand rendez-vous de ce soir. On a eu, entre autres, sur ce plateau, Romaric Virotogbe, il est maître assistant à l'Université d'agriculture pour parler de Asro, la mangue sauvage. On a parlé à l'instant même de la rétention d'eau avec Komla Agossou, où il est gynécologue. On a parlé de la gestion du temps aussi, notamment au niveau des entrepreneurs et de la promotion des droits humains à travers le digital. Voilà ce dont on a eu à parler au cours de ce grand rendez-vous de ce jour. Merci pour l'attention. On va se dire à très bientôt et bonne fête à tous les chrétiens du monde entier.